Retour en direct sur le plateau TV de Polytech Horizon pour une émission intitulée Afrique et RSE qui nous est proposée par FIDAREC, facilitateur pour un développement durable. Afrique et RSE, un thème très intéressant parce qu'il n'est pas abordé très souvent dans ce genre d'émission. Nous n'en avons jamais parlé ici à Polytech, donc c'est une première justement de parler effectivement de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Alors bien sûr, le champ d'examen, c'est l'Afrique. L'Afrique avec des sociétés qui viennent du monde entier pour s'installer, et puis des sociétés bien évidemment locales. Donc on va parler avec nos invités que sont Hervé Lado, qui est économiste, chercheur à l'ESSEC et qui est en fin de thèse à Paris 1 sur la RSE des multinationales pétrolières au Nigeria, et puis Roland Portella, qui est vice-président de la CAD, la coordination pour l'Afrique de demain. Avec vous, messieurs, donc on va évoquer effectivement cette question de la RSE comme levier de compétitivité, on va dire pour faire simple, et essayer de voir comment les entreprises, donc je le disais, qui viennent s'installer et s'implanter en Afrique, et puis celles qui sont au niveau local, comment les gouvernements aussi et quelles sont les politiques et les stratégies gouvernementales s'installent peu à peu dans ce grand continent qu'est l'Afrique. Peut-être d'abord, vous deux, enfin à deux voix, refaire un point sur ce qu'est la RSE. Alors, la RSE, si on se réfère à la définition qui est retenue aujourd'hui par l'Union européenne, elle a évolué pendant plusieurs années. On a considéré la RSE comme une contribution volontaire des entreprises au développement des communautés locales, de son environnement humain et naturel. Alors, ça c'est une approche très anglo-saxonne. Et l'Union européenne, depuis quelques années, depuis 2011 précisément, a modifié sa définition et considère désormais comme RSE toute démarche qui se veut prendre en compte les effets négatifs, traiter notamment ces effets négatifs de ces activités sur l'environnement humain et naturel. Voilà, donc si on retient cette définition de l'Union européenne qui finalement devient, on espère, va devenir consensuelle, on peut dire que c'est voilà, cette démarche de l'entreprise qui se veut réaliser évidemment des bénéfices, mais tout en respectant et l'environnement et l'humain. Roland Portella, vous êtes d'accord, profitabilité, mais responsabilité. Oui, profitabilité et responsabilité. Alors moi j'ai un point de vue, c'est celui de l'entrepreneur, parce que je suis conseil d'entrepreneur, conseil stratégique aussi. Donc pour l'entrepreneur, quand on lui pose la question, c'est quoi la RSE, c'est vrai que d'abord, il a un réflexe, c'est celui d'une contrainte. C'est la contrainte pour lui de pouvoir exercer une activité tout en respectant son environnement de business, tout en respectant des règles éthiques, tout en respectant l'environnement, bien évidemment, et de plus en plus, dans son management, respecter les conditions de travail de ses travailleurs, gérer les risques. Et la problématique qui se pose, c'est que les enjeux sont tellement énormes que ça devient, ce n'est plus une question de simple gestion de risque opérationnel, ça devient carrément, c'est une question stratégique pour l'entrepreneur, pour les dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire qu'il est obligé d'implémenter les politiques de RSE dans sa politique d'analyse concurrentielle, dans sa politique de compétitivité, pour pouvoir justement marquer la différence avec d'autres concurrents et pouvoir s'implanter en bonne et due forme dans un territoire bien donné. Parlez-moi de la coordination pour l'Afrique de demain que vous vice-présidez. Quelle est cette organisation? Quel est son rôle? Quelles sont ses missions? Alors, Coordination de l'Afrique de demain a été créée depuis 15 ans maintenant. En fait, le but, c'est qu'on met en relief des expériences positives des entrepreneurs, des chercheurs, des personnes qui innovent, donc en direction de l'Afrique. Donc, on a cette plateforme-là qui permet d'avoir des échanges. On organise des rencontres thématiques pratiquement chaque 2 mois, sur le plan économique, sur le plan de développement durable, sur les problématiques aussi de plus en plus sociétaux ou sociétales, je ne sais plus. Voilà. Donc ça permet un échange et ça permet par exemple à des entrepreneurs de trouver des partenaires stratégiques, des investisseurs institutionnels. Donc le stratagème qu'on a trouvé, c'est plutôt d'organiser des rencontres économiques, mais qui sont en quelque sorte pour ces entrepreneurs une plateforme de communication. Parce que la visibilité de l'Afrique qui marche, c'est encore l'une des problématiques stratégiques de marque de l'Afrique. Oui, c'est que très souvent,
Voilà, on parle beaucoup de problématiques africaines, mais on ne connaît pas l'entrepreneur qui crée les richesses en Afrique. L'idée, c'est un petit peu de tordre le cou aux idées reçues. Aux idées reçues, tout à fait. Donc cette plateforme permet de mettre en valeur donc, des dirigeants, des entrepreneurs africains. Alors je disais, Hervé Lado, vous êtes en fin de thèse sur la RSE des multinationales pétrolières au Nigeria, donc on parlera forcément effectivement de l'extraction du pétrole et de toutes les multinationales qui gravitent en Afrique. Mais j'aimerais avoir peut-être un état des lieux un petit peu des approches, des différentes approches des entreprises, qu'elles soient internationales ou africaines, sur ces questions justement de RSE, de responsabilité de l'entreprise. Alors, une entreprise, lorsqu'elle s'installe, elle s'insère évidemment dans un environnement qu'elle trouve. Ça peut être un environnement naturel ou humain. Cet environnement a des attentes. La problématique RSE a émergé en fonction en fait de la demande sociale, de la demande des consommateurs, de la demande de la société civile et de la demande des gouvernements. C'est toutes ces demandes qui sont fédérées pour faire émerger le mouvement RSE. Dans le contexte africain, ce qui se passe, c'est que la demande principale est celle de la sortie de pauvreté. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte en développement où les populations s'attendent à élever leur niveau de vie et que les gouvernements mettent ce qu'il faut, enfin essayent de mettre en œuvre des stratégies pour sortir les populations de la pauvreté. Donc une entreprise qui arrive dans ce contexte-là veut répondre à cette demande-là, ce qui fait que depuis le début du mouvement de la RSE, il y a une petite dizaine d'années, on observe davantage des stratégies de nature philanthropique. C'est-à-dire que les entreprises veulent répondre à une demande plus ou moins ponctuelle des populations locales pour construire un pont dans un village, pour construire une école, pour participer à un projet social de nature sociale. Et donc, on a des approches très philanthropiques des entreprises. On a aussi des approches de type BOP, base de la pyramide, c'est-à-dire des produits, des entreprises mettent en place des stratégies qui permettent de s'adresser donc à des consommateurs pauvres. On voit par exemple le cas de Nestlé qui propose des produits à petite dose adaptés à des populations qui n'ont pas des niveaux de revenus élevés. Et on a des approches également de mécénat. Voilà, c'est un peu philanthropie, mécénat, mais voilà. Là, dans ce cas-là, c'est une participation à des activités culturelles. Il y a une rencontre sportive ou un événement culturel auquel l'entreprise va associer son image. Alors ça, c'est un premier pas, mais oui. C'est pas la RSE. Voilà. Effectivement, comment aller plus loin et quelles sont alors les entreprises ou les exemples que vous avez d'entreprises. Alors, on peut parler aussi des impulsions gouvernementales qui font en sorte de mettre en place de véritables politiques de responsabilité sociale et environnementale. Effectivement, lorsqu'on en reste là à des approches philanthropiques, on travaille en fait sur une partie seulement de la démarche RSE. La démarche RSE, qu'on peut concevoir aussi d'ailleurs comme une contribution au développement durable, doit s'interroger sur les enjeux locaux et globaux de développement durable et adresser ces enjeux. Les entreprises n'ont pas le même type d'effet et d'impact sur l'environnement et sur la société, donc elles doivent concevoir des stratégies qui répondent à leurs effets spécifiques sur la nature et l'environnement. Donc, lorsqu'on approche la RSE de cette manière-là, on voit qu'il y a du chemin en Afrique. Il y a du chemin du côté des entreprises multinationales qui arrivent et du côté des gouvernements qui doivent se saisir de cette question-là pour poser un cadrage institutionnel qui permette aux entreprises justement d'avoir des balises qui leur permettent de construire leur propre stratégie. Il y a des gouvernements en Afrique aujourd'hui qui font ce pas. On a des exemples, hein, le Maroc par exemple a une stratégie nationale d'économie verte, de développement durable. On a des pays comme l'Éthiopie. Voilà, si on va peut-être en détail, peut-être qu'on va le détailler tout à l'heure. Pour le cas de l'Éthiopie, l'Éthiopie a lancé depuis 2010 une stratégie nationale d'économie verte pour horizon 2025. L'idée est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de CO2 notamment. Aujourd'hui, l'Éthiopie doit faire 150 millions de CO2, de tonnes de CO2 et envisage de maintenir ce niveau jusqu'en 2025. Ça veut dire qu'elle va investir de l'ordre de 150 milliards de dollars pour essayer de limiter les émissions. L'objectif est d'économiser quelque chose comme 250 millions de tonnes de carbone. C'est
très ambitieux à l'échelle africaine. Et c'est l'un très des- ambitieux. Et là, voilà. c'est au niveau de l'Éthiopie seule que ça se fait ou c'est l'Union africaine qui impulse un Alors, petit peu? alors j'ai cité quelques pays qui essayent, donc le Maroc, l'Éthiopie, le Gabon a essayé quelque chose, bien sûr l'Afrique du Sud. On a quelques grands pays comme ça qui essayent, qui sont en pointe sur ces questions. À l'échelle africaine, à l'échelle de l'Union africaine, on ne voit pas encore véritablement émerger quelque chose. Par contre, à l'échelle de la Banque africaine de développement, oui, là, la stratégie 2013-2022 décennale a deux grands axes. Le premier axe, c'est une croissance inclusive, donc le volet social, et une croissance verte. Ça, c'est le deuxième axe qui évoque, donc les deux se veulent permettre à l'Afrique de parvenir à un développement durable horizon 2022. Voilà. Cette stratégie, il faut se dire quand même que la Banque africaine de développement n'est pas le principal financeur du continent. C'est un des financeurs, un des bailleurs de fonds du continent. Donc, même si elle a une stratégie très volontariste dans ce sens-là, elle reste limitée justement au volume d'activités et de projets que la Banque africaine finance. Donc, le gros de la stratégie va dépendre de la démarche des différents pays qu'on espère à terme se fédérer au niveau de l'Union africaine. Alors ça, c'est pour effectivement les démarches institutionnelles. Les entreprises, elles, même si elles ne sont pas dans des pays où il y a une volonté gouvernementale, elles sont, on en parlait juste avant le début de l'émission, elles sont presque tenues et obligées de s'engager au moins dans le début du chemin de la RSE pour des raisons de compétitivité. Là, on est dans une guerre économique en Afrique aujourd'hui, pour qui ne le sait pas. Il y a le monde entier qui est en Afrique aujourd'hui. La France a longtemps été hégémonique sur ce continent. Aujourd'hui, tout le monde est là, les Américains, les Chinois. Enfin, il y a beaucoup de monde qui vient faire des affaires et du business. Et donc, c'est une guerre économique. Et la RSE peut, de votre point de vue, faire la différence, non seulement dans le jugement qu'on va avoir de ces entreprises et de leur comportement sur le territoire africain, mais aussi dans ce qu'elles vont apporter aux Africains en local qui se sont soit formés dans leur pays, soit qui se sont formés ailleurs et qui reviennent travailler. C'est un phénomène qu'on constate aussi aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, donc vous avez vu, il y a un nouveau paradigme sur l'Afrique, l'Afrique émergente, tout le monde court en Afrique, etc. Mais le véritable problème, c'est quoi ? Le véritable problème, c'est que l'Afrique doit être émerger et créer des richesses endogènes d'abord pour les Africains eux-mêmes. Ça, il faut que ça soit clair. C'est l'approche inclusive, là. Oui, tout à fait, c'est l'approche inclusive, parce que beaucoup d'États, beaucoup d'acteurs économiques, comment dirais-je, essaient de mettre en place ce nouveau paradigme, mais avec des schémas mentaux qui sont d'il y a 20 ans, parce que l'Afrique a changé. L'Afrique a défini elle-même, maintenant, ses propres objectifs de création de richesses. Et là, vous avez une compétition, en quelque sorte, entre les institutionnels africains et les acteurs économiques, les acteurs de la société civile africains, qui eux-mêmes, maintenant, essaient de faire du lobbying auprès de leurs propres États pour leur dire que oui, on peut accepter tout investisseur, mais à condition, maintenant, aujourd'hui, de créer endogènement donc, des richesses avec nous. Et c'est ça, la véritable bataille. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Africains ont le choix d'avoir des partenaires indiens, brésiliens, français, chinois, etc. À condition qu'ils puissent respecter les populations, qu'ils puissent respecter les normes de travail, qu'ils puissent créer des richesses pour tout le monde, qu'ils puissent créer des écosystèmes de production en faveur des différentes parties prenantes. Et c'est cela. Donc je vous donne un exemple concret. Au Congo-Brazzaville, par exemple, vous avez on a été appelé, plusieurs stratégistes, on a été appelé sur la question, par exemple, des mines, de la production de mines. Donc les institutionnels étaient en train de courir auprès de certaines multinationales dans les mines, manganèse, fer, etc. Et nous avons été appelés par des acteurs locaux qui nous disent, voilà, nous sommes entrepreneurs, nous sommes société civile, tel type d'entreprise vont venir, mais quand nous regardons la politique en matière de production minière, elle est nulle en matière sociétale, en matière environnementale, voilà, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on est en train de travailler sur un schéma où on peut intégrer toutes les parties prenantes. Et moi, je travaille spécifiquement sur l'intégration de PME performantes avec les multinationales de mines. Et les multinationales de mines disent oui, mais ce n'est pas dans notre activité principale de pouvoir encadrer les PME sous-traitantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, nous, on dit à l'État congolais, dans la politique RSE, justement aussi de politique publique RSE de l'État congolais, il faut favoriser l'émergence d'entrepreneurs dans le secteur minier qui puissent avoir une formation de qualité et qui puissent souscrire justement aux appels d'offres de ces grandes multinationales. Et c'est comme ça qu'on peut régler cette question de RSE gagnant
gagnant. On constate le même phénomène dans l'extraction pétrolière. Tout à fait. Oui. Tout à fait, on observe, c'est un mouvement qu'on observe en Afrique aujourd'hui. Vous savez que malgré tout, les choses avancent dans les esprits des dirigeants africains, c'est-à-dire qu'on voit on voit une dynamique ou bien une mode peut-être qui veut que les présidents veuillent s'inscrire, enfin en tout cas lancer des projets qui leur permettent de s'inscrire dans l'histoire. J'en veux pour preuve le fait que dans la plupart des pays africains aujourd'hui, lorsqu'il y a un lancement, lorsqu'on lance un appel d'offres, il est désormais prévu un quota d'emplois locaux. Ça peut être plus ou moins respecté, ça peut être plus ou moins suivi, mais au moins il y a une tendance aujourd'hui à exiger que dans les appels d'offres, les cahiers d'appel d'offres, il y ait une provision faite pour la sous-traitance locale et pour des emplois directs locaux. Vous parliez du Maroc il y a un instant. On a l'exemple de Renault qui s'est installé à Tanger récemment et qui produit effectivement des voitures sur place, qui vient d'ouvrir une deuxième ligne de production et qui fait travailler un nombre important de Marocains. Oui. Et je discutais récemment avec un Marocain qui me disait que Chrysler, Ford avait effectivement la même intention, mais que la condition était effectivement que non seulement des travailleurs marocains puissent profiter de l'installation de ces grandes multinationales, enfin ces grandes entreprises, et que la sous-traitance, là c'est le cas de l'automobile, d'équipement automobile, que la sous-traitance puisse en tirer des bénéfices immédiats. Absolument. Même si on n'est pas sur les mêmes marchés, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a premier, deuxième, troisième marché, mais surtout pas que le Renault vienne et qu'il se passe rien autour. Et qu'il ne se passe rien. Mais je vais prendre le cas du Nigeria pour illustrer ce que vous dites. Le Nigeria a pris une mesure en 2010, a défini une loi qu'on appelle la loi du local content, le contenu local, qui exige qu'un quota d'emplois locaux soit réservé aux locaux dans les différents marchés qui sont dans l'industrie, qui apparaissent dans l'industrie pétrolière. Toutes les entreprises pétrolières aujourd'hui au Nigeria ont l'obligation d'employer un quota d'emplois de locaux dans leur entreprise, mais aussi de recruter des sous-traitants locaux. Récemment, le ministère, les autorités publiques faisaient état de 30 000 emplois créés depuis 2010 grâce à cette politique de local content. C'est le chemin, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre chemin. En plus, on parle là d'une industrie qui est à forte intensité capitalistique et technologique, donc qui emploie peu. L'industrie pétrolière au Nigeria a beau constituer 77% du budget de l'État, elle n'emploie de manière directe que 20 000 personnes. Donc si on veut développer de l'emploi dans ces pays-là, il faut des politiques de local content. Alors les pourcentages ne sont pas suffisants parce qu'en fait il y a la qualité du pourcentage. Et moi je le vois au quotidien, c'est qu'on peut donner un quota, 30% par exemple d'entreprises sous-traitantes, etc. Donc moi j'ai vu des cas concrets où on dit oui, mais il y a 30% d'entreprises locales. On a respecté ce quota. Mais quand on regarde le degré de sous-traitance, la qualité de sous-traitance qu'il y a, c'est pas de la qualité, c'est pas comment dirais-je, c'est pas à forte valeur technologique ou de compétences. Parce qu'on peut dire, oui, je respecte le quota, oui, mais quel type d'emploi? Et là, le problème, c'est une véritable bataille parce que vous avez des entreprises multinationales qui, comment dirais-je, qui mettent des barrages. C'est-à-dire que je prends les 30% requis, etc. Mais par exemple, sur des process d'ingénierie, de production qui peuvent permettre aux locaux d'avoir une certaine indépendance en matière technologique et en matière de technique de production, ce n'est pas toujours le cas. Je vais poser deux questions qui fâchent. La première, c'est la rémunération. La rémunération, je vais reprendre l'exemple de Renault. Un ouvrier marocain qui travaille chez Renault à Tanger, il gagne 200 euros, 230 euros, 240 euros. Ce qui, sur le revenu moyen marocain, peut paraître, je dirais, acceptable, mais qui, quand on le compare aux salaires qui sont versés dans les pays de l'Union européenne notamment, et dans d'autres pays même d'Afrique, n'est pas si merveilleux que ça. La deuxième question qui fâche, c'est la corruption. On sait que l'Afrique a été gangrénée et que ça change par la corruption. Comment aujourd'hui les États, ces nouveaux présidents qui vont dans le sens de la démocratie, et comment vous, qui êtes des acteurs, consultants, entrepreneurs, qui êtes là pour pousser des initiatives, vous pouvez être sûr qu'on ne retombera pas dans ces travers, parce que le problème il est là, c'est on ne vend pas l'Afrique à n'importe quel prix. Donc première question sur les salaires, deuxième question sur la corruption. C'est un problème de rapport de force, tout simplement. Donc comme je dis, la nouvelle élite aux affaires en Afrique, ils ne veulent plus de corruption comme auparavant. Donc c'est pour ça qu'ils essayent
dans chaque filière, d'organiser ce qu'on appelle des codes, des chartes, où il y a sur un les minimum, marchés, marchés publics, par où exemple, il faut qu'il y ait un minimum de transparence. En fait, c'est ça. Mais le problème qui se pose, c'est ensuite au niveau de la justice. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Oui, si moi, la proposition que je fais, c'est par exemple de rémunérer les fonctionnaires de la justice un peu plus, parce qu'ils peuvent avoir une certaine indépendance dans leur travail. Donc en fait, on voit que tous les codes qui sont en train d'exister, qu'on met en place, le problème, c'est leur mise en œuvre. C'est leur mise en œuvre. Et c'est un problème une problématique intergénérationnelle. C'est parce que vous avez encore une élite qui est là depuis très longtemps. En train de mixer les deux générations en ce moment. Oui. Mais il faut faire des évaluations. On voit par exemple que quand il y a un degré de corruption, etc., il faut voir combien ça coûte en termes justement de création de richesse. Et c'est là où les dirigeants peuvent se rendre compte qu'en fait, in fine, ils perdent de l'argent. C'est-à-dire qu'on peut être dans des contrats court-termistes où il y a de la corruption, mais on a besoin d'investisseurs à long terme, on a besoin de stratèges à long terme, et on voit que ce n'est pas avec cela qu'on peut créer des emplois pérennes. Alors donc je prolonge et de la richesse pérenne. Oui, donc je prolonge et je vous donne la parole juste après. Ça veut dire qu'une entreprise qui a une démarche RSE en Afrique, elle devrait, alors je suis un peu idéaliste, s'interdire de rentrer dans une éventuelle... S'autoréguler, s'interdire de rentrer dans une éventuelle combine ou quelque chose qui lui permet d'aller un peu plus rapidement que ce qu'elle aurait fait sur d'autres territoires. Donc voilà, ça c'est par exemple un pan de la RSE d'une entreprise qui va... alors je sais qu'on rêve un peu parce que... Oui, non mais on rêve pas parce que le problème il est crucial. Il y a une entreprise que je ne nommerai pas qui est très puissante en Afrique, etc. Donc il y a eu des contrats avec soi-disant de la corruption, parce que ce n'est pas encore prouvé, il y a eu une levée de bouclier de la part d'abord des petits épargnants, mais il a fait, c'était il y a 3 mois à peu près, lors de son assemblée générale, il y a toute une population des ONG qui sont arrivées avec des caméras, etc. Donc risque de réputation, image, c'est très important. Donc ça et donc on a vu que cette entreprise-là, le niveau de l'action en 3 mois a baissé d'à peu près 10 à 15%. Donc vous voyez un peu les impacts qui peuvent être très ça a une importance. Sur la sortie de la pauvreté et les rémunérations, est-ce que là-dessus, est-ce qu'il y a des progrès à faire et comment se positionnent les grands groupes internationaux, mais aussi les entreprises africaines? Alors, sur cette question, la question de la rémunération est relativement complexe dans certains cas. C'est-à-dire que le premier pas, évidemment, c'est de porter un regard sur les écarts de rémunération qui existent au sein de l'entreprise. Ça a été la problématique des combats des syndicats au sein des entreprises multinationales françaises, notamment installées en Afrique pendant longtemps. Aujourd'hui, il y a une évolution, il y a une amélioration. Si je prends le cas du Nigeria, lorsqu'on voit qu'un ingénieur français ou étranger ou d'une autre nationalité européenne, notamment sur les plateformes, peut gagner jusqu'à 20 000 € le mois face à un ingénieur local qui gagne 15 ou 20 fois moins, c'est indécent. Ceci étant, lorsqu'on regarde la question de l'écart de rémunération entre cet ingénieur local, lorsqu'il sera augmenté, et la population locale, c'est aussi indécent. Donc ce n'est pas simple cette question. Elle est un peu plus complexe que ça. Ça oblige l'entreprise donc à régler le problème en interne, mais à garder le lien avec l'État pour voir comment les ressources, les revenus qui tombent dans les caisses de l'État peuvent permettre effectivement de sortir les gens de la pauvreté et d'élever un peu le niveau de vie à l'extérieur de l'entreprise. C'est là qu'on tombe sur la question de la corruption. À l'échelle internationale, il y a évidemment des mouvements qui existent, des initiatives, l'initiative de la transparence dans les industries extractives qui a le mérite d'exister parce qu'il y a des pays qui ont signé, qui se sont engagés dans ces démarches-là, mais de manière tout à fait formelle, complètement formelle, et ça ne se traduit pas souvent par la transparence qui est attendue de ces démarches-là. D'où le rôle essentiel du rapport de force de la société civile. S'il n'y a pas en face une société civile qui rappelle à l'ordre et l'État et les entreprises, on peut continuer à rêver. Ces dispositifs peuvent exister et il faut s'en saisir, il faut s'en féliciter, mais s'il n'y a pas la société civile en face, on ne va pas s'en sortir. J'ai vu un rapport du Sénat sur l'Afrique récemment du sénateur Bockel, et d'autres, qui proposent par exemple que la France soutienne davantage et de manière plus massive des ONG
des institutions de la société civile qui le méritent dans les pays émergents, de manière à ce qu'elles se structurent, elles se forment, parce qu'il faut être aussi au niveau. Il faut parler le même langage que les multinationales pour pouvoir les contrer. Voilà. Donc si on arrive à cela, oui, on peut espérer qu'avec ces outils-là, le ITE, le processus de Kimberley, le processus, voilà, toutes ces initiatives. Mais d'ailleurs, voilà. ça ressemble à ce qui se passe, si on prend l'exemple de la France et même des pays de l'Union européenne. La RSE dans une entreprise, c'est souvent les salariés qui sont aussi des acteurs de la société civile qui poussent l'entreprise à se lancer dans une démarche de RSE. C'est pas forcément toujours du haut que ça vient, c'est le bas de la pyramide qui dit nous on voudrait, alors ça peut être du covoiturage, ça peut être pour le confort du travail, confort au travail et pour les impacts sur l'environnement, enfin il y a plein d'exemples. Donc finalement le point commun qu'on peut trouver entre ce que vous voulez dire et ce qui se passe en Europe, c'est que c'est toujours de la base massive de l'ensemble des acteurs de la société civile que vient l'exigence. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que dans certaines entreprises, la question se pose de savoir si on doit mettre les salariés dans le conseil d'administration. Voilà, bien sûr. Voilà, pour régler justement ces problématiques sociétaux au sein de l'entreprise. Alors, pour le chef d'entreprise, il y a une véritable problématique. C'est qu'il n'arrive pas à savoir si pour lui, une politique de RSE, ça va être rentable ou pas. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est le profit, bien évidemment. Alors, on parle de moins en moins de maximisation de profit, comme on en parlait il y a 10 ans, l'actualité le montre, etc. Donc, le souci du chef d'entreprise, c'est d'avoir une vision maintenant de plus en plus, c'est de faire du business, c'est de faire de l'argent le plus rapidement possible, mais être aussi dans le moyen et le long terme. Et il se rend compte que pour être dans le moyen et le long terme, pour pérenniser son entreprise, il faut qu'il mette en place une politique de RSE. Il faut qu'il rémunère bien ses salariés. Il faut qu'il les mette dans des conditions, respectables pour que, justement, l'employé soit productif. Parce que si l'employé se sent mal dans l'entreprise, il va quitter, il va insulter son chef d'entreprise, etc. Ça crée une mauvaise ambiance, il y a des maladies, etc. Donc finalement, l'entreprise ne va pas être pérenne. Mais le problème, c'est, pour lui, est-ce qu'il le met dans le management opérationnel? Est-ce que c'est dans la stratégie? Donc, en interne, vous avez toute une discussion, parce que celui, par exemple, qui travaille sur la cartographie des risques, dit que je veux m'occuper de la RSE. Les administrateurs au sein de l'entreprise disent on va créer un comité audit, risque et RSE, parce que la question devient de plus en plus centrale. Donc, lui, il ne sait pas. Est-ce que c'est lui-même qui doit être, le levier de cette politique au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il le délègue à son management? Alors, l'une des solutions maintenant, c'est aujourd'hui de faire de plus en plus des audits, des audits externes sur la situation RSE de l'entreprise pour voir comment elle peut justement intégrer cette RSE dans la profitabilité. Alors, on sent qu'il y a une espèce de point d'inflexion. Vous avez dit à plusieurs reprises le rapport de force, l'Afrique change, l'Afrique se modifie. Vous vice-présidez la coordination pour l'Afrique de demain. Une question pour terminer l'émission à tous les deux. Comment vous voyez l'Afrique dans 20 ans? Alors je sais que c'est une question qui est large, mais bon, vous la scrutez pays par pays, que ce soit au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que vous espérez pour ce continent dans 20 ans sur ces sujets-là, justement, d'autonomie, de production de richesse, de sortie de la pauvreté? La question est épineuse. Vas-y, ensuite je réponds à la fin. Donc, je vais m'inscrire dans la démarche qui est celle de la Banque africaine de développement, de l'Union africaine, des objectifs du développement, enfin les OMD, version développement durable, puisque ça va se transformer là, après 2015. Je me dis que l'objectif de ces différentes organisations et les attentes des populations locales, c'est qu'on mette fin à la pauvreté. Les OMD développement durable, après donc 2015, vont insister sur cet élément sorti de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus personne en Afrique qui n'ait pas de quoi aller à l'école, payer de quoi manger dans la journée. Donc les services et les besoins de base, que ces besoins soient satisfaits. Ça, c'est un premier point, parce que c'est l'enjeu majeur aujourd'hui en Afrique. Maintenant, sur la question de l'environnement, on sait très bien que l'Afrique sera le continent le plus touché par le changement climatique. Les derniers résultats du rapport du GIEC le confirment. Alors, je pense que d'ici 2020, avec toutes les stratégies qui sont en train
train d'être mises en place par les pays et les organisations internationales, qu'on puisse mettre justement une barrière. On parlait il y a un projet de muraille verte dans le Sahel pour essayer de contrer l'avancée du désert. Ça, c'est un élément qu'on puisse mettre justement des barrières d'atténuation justement des effets du changement climatique sur l'agriculture, sur la vie quotidienne des gens, des personnes, quoi. Et puis enfin, alors si on peut espérer qu'il y ait un développement endogène en Afrique, c'est que tous les Africains aillent à l'école, qu'ils puissent se former et acquérir une expertise, une expérience et des compétences qui permettent non plus seulement d'invectiver les multinationales, de dire vous venez prendre du travail et de dire nous sommes capables, alors recrutez-nous. Voilà, je pense que ça c'est vraiment des sujets sur lesquels on doit travailler sur les 10 prochaines années. Roland Bortella. Oui, c'est en fonction de la qualité d'une nouvelle élite aux affaires. D'une nouvelle élite aux affaires parce qu'elle existe déjà. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas tous les leviers de pouvoir. Parce qu'il y a un conflit intergénérationnel. Mais je pense que d'ici 10 ans, cette nouvelle élite qui, notamment, dont une bonne partie a appris partout, en Asie, aux États-Unis, etc., ils retournent de plus en plus en Afrique. Oui, c'est un phénomène. Alors, la problématique qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'intégrer toutes les couches de la population dans de nouveaux paradigmes endogènes, économiques et sociaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient la force de résister justement aux paradigmes extérieurs qui viennent avec des intentions qui ne sont pas toujours les meilleures, et puis monter en gamme au niveau du capital humain, parce que sans véritable capital humain, on ne peut pas construire une Afrique riche, pérenne. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, pardon de revenir, d'insister là-dessus. Le développement a souvent l'habitude d'entraîner une distension du lien social. C'est-à-dire que le lien social qui unit les gens, qui fait en sorte que ce capital humain, ce capital social soit conservé, on l'a un peu en Afrique, il est en train de se perdre. Si le développement entraîne la destruction du lien social, on aura perdu. Oui, l'écart entre les riches. Justement, l'écart entre les riches et classes moyennes, entre classes moyennes et les pauvres. C'est la richesse fondamentale. Voilà. Et d'ailleurs, même les pays développés aujourd'hui recherchent ce lien social. Tout à fait. Continuer à avoir du lien social malgré effectivement le fait qu'on puisse être plus riche, disposer de plus de biens de consommation et effectivement pouvoir bénéficier des services de base dont on a besoin. Merci beaucoup d'être venu. Je voudrais signaler une initiative de FIDAREC, qui est un site internet dont l'adresse URL est www.rse26000. 26000, c'est la norme donc ISO. Donc www.rse26000-enligne.com, qui vous permet, si vous vous posez des questions sur la RSE, eh bien d'avoir une série de réponses. Donc c'est très très simple. C'est en français, donc c'est pour les pays francophones également. Alors je ne sais pas si on voit très bien ce que j'ai imprimé sur mon imprimante avant l'émission, mais voilà, donc je voulais signaler ça, remercier FIDAREC de nous avoir organisé cette émission, vous remercier messieurs et vous dire qu'on se retrouvera dans un petit quart d'heure pour une nouvelle émission sur Polytech TV. Merci. Merci.